Eh bien, c'est parti. Docteur Bruce, bienvenue sur ce live, le premier live des maternelles d'Afrique. Si vous saviez comme je suis ravie de démarrer ce live avec vous. Avec vous, vraiment, c'est une belle histoire. Alors déjà, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Par ces temps avec cette Miss coronavirus là, Corona Covid qui a décidé de s'installer sur notre planète et qui veut pas partir. Vous allez bien, vous êtes en forme, vous. Oui, tout à fait. Je suis en pleine forme. Oui, parce que justement, Voilà. on ne parle que de Miss Corona Covid, alors que dimanche prochain, le 25 avril, c'est la journée de lutte contre le paludisme. Et le paludisme, c'est une maladie qui est bien présente sur notre continent. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, qu'on revienne sur les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est le paludisme? Je rappelle que Dr Bruce, vous êtes pédiatre et vous êtes médecin généraliste et vous êtes basé au Togo. Donc, est-ce que vous pourriez justement, et vous dirigez la clinique Sainte-Hélène, c'est ça, c'est Sainte-Hélène qu'elle s'appelle, la clinique. Exactement. Voilà, à Lomé. Donc, est-ce que vous pourriez déjà nous dire ce qu'est le paludisme? Merci, Angela. Je vais vous dire ce que c'est que le paludisme. Je voudrais déjà vous féliciter pour la pertinence de votre sujet à un moment où l'on ne parle, comme vous le dites, que de Miss Corona. Alors, le paludisme, c'est un vieil ami, je dirais, quelqu'un avec qui on vit depuis des millénaires et qui, chaque année, affecte près de 230 millions de personnes et fait près de 500 000 morts tous les ans, particulièrement dans notre zone subtropicale. Alors, en parler justement en ce moment, où nous entrons dans la saison des pluies et où nous voyons la recrudescence des cas de paludisme, eh bien, est une très bonne chose et c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions et aux questions des téléspectateurs. Merci, docteur Bruce. Alors justement, vous le disiez, vous avez toutes les 2 minutes. Il faut savoir qu'un enfant, selon l'Organisation mondiale de la santé, toutes les 2 minutes, un enfant meurt du paludisme. Et chaque année, plus de 200 millions de nouveaux cas de maladie sont identifiés. Alors, cette maladie, comment on l'attrape? Comment elle se transmet? Alors, le paludisme est une maladie qui est due à un parasite qu'on appelle le plasmodium. Et ce parasite est transmis par un moustique particulier qui est l'anophèle femelle. Cette anophèle femelle a besoin de sang pour nourrir ses œufs. Donc, cet anophèle va piquer des sujets, ça peut être des hommes, mais ça peut être des animaux également, pour prendre ce sang. Et en piquant les hommes, en aspirant le sang, dans un premier temps, il injecte les plasmodies qui sont dans ces glandes salivaires et c'est ainsi que nous, les hommes, nous nous infectons des parasites injectés par ce moustique, l'anophèle femelle, dans notre organisme. Donc, si je Voilà. comprends bien, si je comprends bien, docteur, donc le moustique, il arrive, il pique, et c'est avant d'aspirer le sang qu'il nous transmet son truc là, donc Oui, dont on ne veut il pas. injecte d'abord, Il injecte d'abord, non mais parce franchement, qu'il ouais. injecte des substances pour anesthésier un tout petit peu Eh ben, le point de piqûre et c'est en injectant cette substance qui sont dans ces glandes salivaires qu'il nous transmet le plasmodium. Et puis après, il aspire notre sang. Mais auparavant, il aurait aspiré du sang de quelqu'un qui est malade et qui avait des plasmodies dans son sang. Et il mais nous bien les sûr. recrache aussi. Mais bien sûr, ce serait trop facile. Ah, c'est moustique, c'est quelque chose quand même. Alors,
Nous avons eu des questions, docteur, des questions des internautes, puisque l'émission sur le paludisme a été diffusée donc samedi dernier, et nous avons demandé à nos internautes de nous poser des questions auxquelles je vais vous demander de bien vouloir répondre. Donc, la première question nous vient de Inès de Lyon. Bonjour Inès, on est même suivi en France, dis donc, je ne savais pas, magnifique. Donc, Inès nous dit: comment peut-on reconnaître les symptômes du paludisme? Inès, je ne crois pas qu'il y a le paludisme en France, hein, mais le docteur va confirmer. Le paludisme n'existe pas sur le mode endémique. Ce n'est pas une maladie qu'on voit tout le temps. En France, on estime qu'il y a au maximum une cinquantaine de cas, ou maximum une centaine, si on compte de cas en France. Mais le paludisme, c'est la maladie chez nous en Afrique. Et je suppose qu'Inès est africaine, ou peu importe. Le paludisme, on la voit en Afrique, dans les régions subtropicales, en Asie du Sud-Ouest et en Amérique latine. Voilà les endroits où sévit de façon endémique, ça veut dire de façon permanente, toute l'année, le paludisme. D'accord. Alors, donc là, on parlait des zones, des régions du monde où le paludisme sévit. Pourquoi est-ce que chez nos enfants, le paludisme est-il si dangereux? Alors, le paludisme est dangereux parce que le paludisme affecte plusieurs organes extrêmement sensibles de l'enfant. Pour vous expliquer cette dangerosité, peut-être on va commencer par la façon dont le paludisme ou les plasmodies entrent dans l'organisme et comment ils affectent un certain nombre de nos organes. Lorsque le moustique vous pique et que le parasite entre dans votre corps, il quitte rapidement le sang et va dans votre foie. Dans le foie, oui, il se multiplie rapidement, mais au bout d'un certain temps, il ne reste pas longtemps dans le foie, du moins certaines espèces. Et l'espèce la plus dangereuse, qu'on appelle le falciparum, il quitte rapidement le foie et retourne dans le sang. Dans le sang, le parasite rentre rapidement dans les globules rouges. Et dans les globules rouges, le parasite se met à se multiplier. Il se multiplie et au bout d'un certain temps fait éclater les globules rouges. En faisant éclater les globules rouges, il y a un afflux de toxines qui entrent dans le sang et ce sont ces toxines qui provoquent les crises. La fièvre, les frissons et tous les symptômes du paludisme. Mais en détruisant les globules rouges, le parasite provoque une anémie. Et voilà l'une des causes de la gravité, l'anémie. Le parasite se multiplie dans les petits vaisseaux qu'on appelle les capillaires. Il bouche les capillaires et en bouchant les capillaires, empêche le sang d'apporter l'oxygène à des organes extrêmement sensibles comme les reins, le foie, la rate et particulièrement le cerveau. Voilà pourquoi le paludisme est particulièrement dangereux. Pour les enfants, du coup, parce que c'est ça que je pour voulais les comprendre. enfants et des adultes qui ne sont pas protégés. D'accord. Parce que pour dire, docteur Bruce, vous savez, parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens il y a des enfants qui regardent à cette heure-ci, je ne pense pas, hein, parce que normalement, les parents des maternelles, s'ils suivent nos conseils, à cette heure-ci, les enfants ne sont pas sur Internet. Mais comme l'émission, comment dire, le live est enregistré, ils pourront regarder plus tard. Donc, il y a des enfants qui regardent, il y a des adultes qui regardent, et il est important pour nous d'avoir un discours très accessible. Donc, si je comprends bien, ces moustiques, quand ils nous piquent et qu'ils comment vous appelez encore ces trucs-là? Moi, je les appelle les trucs, ces trucs. Le plasmodium.
Voilà, le plasmodium Le va, plasmodium. il, Le parasite s'appelle le plasmodium. d'accord, donc le parasite, ce plasmodium, il va d'abord, il commence par le foie, d'après ce que Oui, j'ai compris, ça commence par le foie, et le foie, c'est quand même un organe vital. absolument. Voilà, donc déjà là, alors donc le foie, il ressort donc, il ressort dans le Il sang, ressort du foie, ils il va attaquent les dans le globules rouges. sang, Ouais, il va dans le sang, dans le flux général du sang et après rentre dans les globules rouges. waouh. Donc une fois qu'ils sont entrés dans les globules rouges, ça Et remonte. se multiplient, se Waouh, waouh, multiplient, envahissent le globule rouge et le font s'éclater. waouh. Voilà. Ouais, ouais. D'accord. Alors du coup, parce que j'arrive pas à comprendre, docteur Bruce, c'est pourquoi est-ce que un enfant de moins de 5 ans, pourquoi est-ce que ça va aussi vite chez les enfants de moins de 5 ans? Ça va vite chez les enfants de moins de 5 ans parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles. Ils ont une immunité qui n'est pas suffisamment développée Voilà. et ils ont perdu toutes les défenses qu'ils ont acquis de leurs parents. Et si l'immunité est basse, le parasite a tout le loisir de se développer en grande quantité. Et c'est la densité des parasites au niveau du sang, au niveau des capillaires, qui en partie détermine la gravité des signes et fait toute la gravité donc de la maladie. Ouais, donc en Les fait, enfants oui, sont plus fragiles. voilà. Voilà. Hmm. Les enfants, les femmes enceintes et les sujets neufs qui ne vivent pas dans une région où existe déjà le paludisme. Voilà les 6 sujets les plus fragiles. D'accord. Donc, les enfants, les femmes enceintes et puis les personnes qui débarquent, qui débarquent sur ces territoires où ils n'ont jamais été confrontés donc, au paludisme. Donc, je vais revenir sur la question d'Inès qui nous écrit de Lyon et qui nous demande comment est-ce qu'on peut reconnaître les symptômes du paludisme? Reconnaître les symptômes du paludisme. Nous allons prendre le cas d'une personne qui vit en permanence dans une zone subtropicale où le paludisme existe. Et nous allons prendre le cas d'un enfant puisque nous sommes au maternel. D'une façon générale, le paludisme se reconnaît par la fièvre. C'est souvent une forte fièvre qui monte, des maux de tête, des douleurs abdominales, des vomissements, une grande fatigue, des douleurs au niveau des articulations. Voilà la base. Maintenant, selon les sujets, d'autres peuvent faire des frissons, avoir mal dans les muscles et dans les cas graves, avec les complications, on peut aller jusqu'aux des convulsions et le coma. Mais je voudrais, pour les parents qui sont en Afrique et qui nous écoutent, leur dire que parfois, le tableau est assez discret. Vous êtes une mère, le soir, quand vous rentrez du travail, on vous dit que votre enfant, dans la journée, a été trop calme, plus calme que d'habitude. Il n'a pas mangé son repas ni son goûter. Et quand vous vous approchez de lui, il s'accroche à vous, il n'est pas en forme comme d'habitude. Vous constatez alors là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le touchez et vous regardez, vous remarquez qu'il est légèrement fébrile. Vous donnez quelque chose pour faire baisser la fièvre et il refuse de manger, vous le mettez au lit. C'est dans la nuit qu'il va se réveiller, il va venir vers vous en disant « Maman, j'ai mal » ou « Maman, je ne dors pas ». Et quand vous reprenez la température, vous vous rendez compte qu'il est bouillant. Voilà le tableau le plus classique chez les tout petits enfants. Il ne vous dira pas « j'ai mal à la tête, j'ai mal ». Non.
Voilà, un enfant qui ne va pas bien, qui généralement est turbulent, qui est trop calme, qui refuse de manger, on vous aurait signalé qu'il aurait vomi l'une ou l'autre fois. Dans ces cas-là, consultez rapidement et faites faire le diagnostic de palu. Alors, mais docteur, dans le cas d'un enfant qui ne parle pas, donc un bébé, par exemple, donc comment s'en rendre compte? Donc, vous parlez de la fièvre tout à l'heure. La fièvre est un indicateur, bien sûr, mais c'est pareil. Donc, c'est l'enfant qui refuse de s'alimenter, c'est l'enfant qui ne joue pas comme d'habitude, c'est l'enfant qui est grognon. C'est quoi les symptômes pour le bébé en question? Alors, chez un tout petit qui ne peut pas parler, qui ne fait rien, un enfant, un nouveau-né, amenez-le tout de suite. Si votre enfant fait 40 de fièvre, ne traînez pas. Il ne peut rien vous dire, c'est votre médecin, votre agent médical qui va voir et qui fera les tests de palu. Il en existe maintenant un peu partout, la goutte épaisse ou le test rapide qui vous dira votre enfant a le palu et qu'il faut prendre les dispositions. Alors, ce Tout de que je suite. comprends, hein, Inès, pour répondre à votre question, Inès, donc les symptômes, si c'est un enfant qui ne parle pas, donc c'est dès que vous voyez qu'il n'est pas normal, dès qu'il y a de la fièvre, on ne réfléchit pas, on va tout de suite voir le médecin, ce que le docteur Bruce dit. Et si vous voyez quelque chose d'anormal dans son comportement, il ne faut pas hésiter à aller consulter également, puisque le paludisme, ça peut aller très vite. Donc, les symptômes pour les enfants, pour moi, c'est dès qu'il y a quelque chose d'anormal, dès qu'il y a de la fièvre, un enfant qui ne s'alimente pas, un enfant qui ne mange pas, qui ne joue pas, eh bien, qui ne joue plus, qui est plus amorphe que d'habitude, qui est moins tonique, on va directement voir le médecin. Alors, donc, une autre Exactement. question. Très bien. Une autre question de Isidore du Congo. Isidore nous demande comment est-ce qu'on distingue le palu de la fièvre et de la grippe? Quelle est la différence quand il y Oui, a la pour fièvre, un la professionnel, grippe et puis le palu? ce n'est pas très difficile, mais il faut toujours confirmer. La fièvre du palu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une fièvre très élevée avec un enfant abattu, apathique. Généralement, dans la grippe, la fièvre peut être élevée, mais vous voyez l'enfant encore tonique. Dans la grippe, vous voyez les signes de la grippe. Un nez qui coule, une toux, des éternuements, ce qu'on ne voit pas généralement chez quelqu'un qui a le palu. Mais comme toujours, il faut vérifier les deux signes. Si vous faites une goutte épaisse qui vous revient négative, vous pensez à une grippe. Mais si elle est positive, traitez un palu. Si vous ne pouvez pas faire de goutte épaisse parce que, étant loin, montrez-le à un agent médical. Ils ont l'expérience, ils sauront vous dire s'il y a plus de chances que ce soit un palu ou pas. Et à la limite, il pourra débuter un traitement de palu en attendant d'aller faire les examens qui conviennent pour l'éliminer systématiquement. Est-ce qu'on peut Parce que avoir les le palu deux, est dangereux. docteur Bruce? Est-ce qu'on peut avoir les deux? Est-ce qu'un enfant peut faire à la fois une grippe et un palu? Oh, tout à fait. Un enfant peut faire à la fois une grippe et un palu. Un adulte peut faire les deux. C'est pour ça qu'il faut, devant cette fièvre, demander si c'est possible de faire une goutte épaisse ou un texte rapide de palu qui vous permettra de faire la part des choses. Une grippe, ça peut ne pas se traiter forcément, où on utilisera des petits remèdes, mais un palu, il faut un traitement adéquat. Merci beaucoup, docteur. Alors, donc, Rose nous a posé la question, mais on y a répondu. Rose nous demandait, que doit-on faire face à un enfant qui présente les symptômes du paludisme? Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, docteur, vous avez dit, dès qu'il y a des symptômes, il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin, un agent de santé, enfin, quelqu'un de pertinent face à cette situation. Une autre question de Ruben Mathias Nkela du Congo-Kinshasa
qui nous demande: les convulsions et le corps chaud chez l'enfant sont-ils des symptômes de paludisme? Oui, les convulsions. Vous savez, la médecine est un tout petit peu compliquée et ce n'est pas comme les mathématiques. On peut convulser pour beaucoup d'autres causes. On peut avoir le corps chaud pour d'autres causes également. Mais dans les palus graves, particulièrement chez les enfants, la convulsion est un signe de gravité. On parle de neuropalus. Les convulsions sont suivies après d'un coma prolongé et c'est souvent la cause du décès des enfants. Un enfant qui convulse en Afrique, il faut rechercher un palud. C'est comme en Europe, un enfant qui convulse, on pense systématiquement à une méningite. Ok. Ici, nous pensons d'abord à un accès palustre qu'il faut identifier et éliminer systématiquement. Convulsion. Alors justement, docteur, vous disiez, vous parlez tout de suite du neuropalu et on a Dalia Bilogo du Gabon qui nous a demandé ce qu'était le neuropalu. Voilà, qu'est-ce que c'est que le neuropalu? Je vous avais dit qu'une fois que les plasmodies, les parasites sortent du foie, ils entrent dans les vaisseaux sanguins et dans les érythrocytes, dans les globules rouges. Ces vaisseaux sanguins, certains sont très fins, qu'on appelle des capillaires. Et ces vaisseaux très fins, les capillaires, permettent la vie à des organes extrêmement sensibles comme les reins, le foie et particulièrement le cerveau. Dans les vaisseaux très fins du cerveau, ces plasmodies se multiplient et ils bouchent complètement ces vaisseaux, empêchant le sang d'apporter l'oxygène indispensable au cerveau. Et c'est ce manque d'oxygène au cerveau qui provoque la crise convulsive et qu'on appelle le neuropalu, un palu neurologique dû à une multiplication anormale des parasites au niveau des capillaires du cerveau. Voilà ce que c'est que le neuropalu. Alors, il peut convulser, mais il peut être dans un état de confusion, il peut entrer en coma, et c'est ça le neuropalu. Une complication gravissime. Et comme vous l'expliquez au début du live, docteur, vous expliquez que les enfants sont plus fragiles, les femmes enceintes sont plus fragiles, les gens qui n'habitent pas dans nos zones sont plus fragiles et donc n'ont pas les défenses immunitaires pour empêcher cette multiplication. Et du coup, à cette multiplication qui empêche donc le sang d'irriguer le cerveau peut emmener justement à cette maladie grave, comment on dit, cette variété grave du palu. Comment on peut dire ça? Parce qu'il y a combien de palus en fait? Le neuropalu, c'est ça le neuropalu. Et le plasmodium qui le provoque le plus souvent, c'est le plasmodium falciparum. C'est celui que nous avons dans nos régions en Afrique subsaharienne. D'accord. Eh bien, super. Alors, aujourd'hui, super, on est aguerris, nous, au virus et aux parasites. Alors, donc, nous avons une question de Ariel. Ariel Adiosso, je vais mettre mes yeux parce que je ne vois pas bien. Donc, Ariel Adiosso qui nous demande: peut-on faire un traitement préventif pour éviter le palu chez l'enfant? Oui, bien sûr, on peut faire un traitement préventif. Particulièrement, s'il y a une raison, vous ne vivez pas dans la zone impaludée où il y a le paludisme en permanence, vous arrivez chez nous, il faut faire un traitement préventif. Généralement, en quittant l'Europe, votre médecin vous prescrit des médicaments. Il y en a toute une série, je ne veux pas citer des noms,
Mais la plupart des gens qui quittent l'Europe, ils vont consulter et ils reçoivent des médicaments. Ils coûtent relativement cher. Mais comme c'est pour juste un temps donné, on n'en discute pas. Mais supposez que vous êtes en Afrique. Vous vivez ici, vous vivez dans la campagne, vos moyens sont limités, vous avez un bébé. Que faut-il faire pour ce bébé? Parce que lui aussi, il est fragile. Il n'a jamais été piqué et il risque de faire un palu grave. Voilà ce que la médecine nous recommande actuellement. 1. Il n'y a pas de palu sans piqûre de moustique. Oui, pas de palu sans piqûre de moustique et encore pas de tous les moustiques de l'anophèle. Donc, se protéger des piqûres, c'est le moustiquaire imprégné d'insecticides que vous utiliserez pour la maman et pour le bébé. Il faut, dans l'environnement, détruire les gîtes larvaires, là où l'anophèle pond ses œufs pour donner d'autres moustiques et qui viendront vous piquer. Et puis, actuellement, nous ne donnons plus de médicaments à prendre à nos enfants qui naissent ici en Afrique. Mais il faut veiller à ce que cet enfant ne soit pas piqué. Et comme je l'ai déjà dit, si par hasard votre enfant fait de la fièvre, il faut le faire voir le plus rapidement possible pour éliminer le palu. Nous disposons actuellement de médicaments relativement efficaces et sans effet secondaire grave, même pour les tout petits. Mais alors, j'ai une question à vous poser, docteur Bruce. Vous parliez de la maman tout à l'heure, la maman qui allait. Et donc, on parlait de cette multiplication donc, du parasite. Est-ce que la maman peut transmettre le paludisme et donc à travers donc l'allaitement et le lait? Non, non, non. Le palu ne passe pas par le sein. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, il n'y a pas de palu sans piqûre de moustique. Très bien. Exceptionnellement, une transfusion sanguine avec un sang qui contient des plasmodies. Mais en OK. fait, non. Au contraire, il faut que les mamans allaitent parce que l'allaitement transmet des anticorps à l'enfant qui renforcent ses défenses et lui évite non seulement le palu, mais d'autres maladies également. Tout à fait. Magnifique. Alors, merci docteur. Donc, nous avons une question de Abdoulaye Thier et de Gote Momana. Est-ce qu'il y a un lien entre le calendrier vaccinal et l'exposition au paludisme? C'est-à-dire, est-ce que les personnes vaccinées sont-elles moins propices à attraper le paludisme? Un lien entre le calendrier vaccinal et l'exposition au palu. Je voudrais juste dire qu'il n'existe pas jusqu'à présent de vaccin communément utilisé contre le palu. Nous n'en avons pas. Il y a un vaccin pour le paludisme, mais encore à titre expérimental dans certains pays d'Afrique. Mais c'est un vaccin que nous attendons et qui n'est pas encore répandu. Pour les autres vaccins que nous faisons, il y a ce qu'on appelle le PEV, le programme élargi de vaccination, qui comprend des vaccins contre d'autres maladies, comme la polio, la coqueluche, la diphtérie, le tétanos. Ces vaccins ne peuvent pas vous protéger contre le palu. Ce sont des vaccins qui sont faits à base de bactéries et de virus et ne peuvent avoir aucun effet sur le parasite du palu. Si vous êtes bien vacciné et que vous êtes en bonne santé, vos défenses immunitaires peuvent être au top. Vous n'êtes moins sensible
on peut espérer que vous feriez des palus moins graves. Mais le vaccin, les autres vaccins, hein, dans le petit carnet qu'on donne aux enfants, ne vous protégera pas contre le palu. Voilà. Merci, docteur. Alors justement, j'en viens à une question sur les populations qui sont plus sujettes à, comment dire, à attraper le palu que les autres. J'ai cette question de Komlan Akesu du Togo qui nous dit que paraît-il qu'il y a certains groupes sanguins, certaines personnes d'un certain groupe sanguin qui sont moins sujettes au paludisme que d'autres. Est-ce que c'est vrai? Je ne voudrais vous parler que des choses avérées, sûres et contrôlées. Je n'ai pas lu d'études disant que le groupe A, B ou X, Y, Z protège plus contre le palu. J'en ai entendu également parler, mais on n'a pas fait d'études qui l'aient vraiment démontré. Ce n'est pas la médecine moderne que nous pratiquons qui en parle. Il y a d'autres médecines. Et dans ce système, oui, on en parle souvent, mais ce n'est pas encore prouvé. Et je ne voudrais pas ouvrir une polémique là-dessus. C'est possible. C'est possible. Certains le sont plus. Je sais qu'il y a des individus, selon leur couleur de peau, les habits qu'ils portent, leur transpiration attire plus les moustiques que d'autres. Attire plus les moustiques que d'autres. Ça, le fait est avéré. Mais que des groupes sanguins sont plus ou moins sensibles à la maladie palu, je n'ai pas d'informations précises dessus. Vous parliez de plusieurs médecines tout de suite. Je voulais discuter avec vous donc de la médecine traditionnelle et notamment de cette plante, l'artémisine. Est-ce que la consommation de cette plante en infusion a un impact sur le paludisme? Est-ce qu'on dit qu'en prenant des infusions en prévention, on pourrait moins contracter la maladie? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur? Vous savez, le paludisme existe depuis des millénaires et on n'a pas attendu le monde moderne pour trouver un médicament. Les Européens étaient partis en Amérique du Sud et c'est là où ils ont attrapé le palu. Et ce sont les Indiens qui leur ont appris l'utilisation de l'écorce du quinquina. Chez nous, depuis longtemps, traditionnellement, nous utilisons les plantes pour traiter le palu et avec un certain succès. Il existe énormément de plantes et de produits autochtones africains qui sont capables de très bien traiter le palu. Effectivement, les palus trop graves ont besoin d'un apport, d'un soutien. Et le monde dans lequel nous vivons, les conditions dans lesquelles nous vivons, peut-être ne permettent plus à ces plantes, qu'on ne trouve d'ailleurs plus vraiment, d'être aussi efficaces qu'il avait été chez nos grands-parents. Mais actuellement, la plante de l'artémisine est reconnue depuis des millénaires en Chine et il paraît que les Chinois ont éradiqué le palu grâce justement à cette plante-là. Alors, pour ne parler que de l'artémisine, oui, il existe des plantes qui ont des effets tout à fait efficaces contre le palu. Seulement, voilà, il y a ce combat entre la médecine moderne, les firmes pharmaceutiques, la médecine traditionnelle, mais si vous connaissez des plantes qui peuvent vous aider à lutter contre le palu, essayez. Il n'y a aucune médecine qui résolve tous les problèmes que nous avons, mais c'est sûr, les plantes sont en mesure de traiter le palu.
Moi, ce que je comprends, c'est que pour les populations, les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas forcément comment dire, de centre de santé à proximité, il faut miser sur la prévention. Donc, vous le disiez, docteur, il n'y a pas de paludisme sans moustiques. Donc, déjà, quand on peut éloigner les moustiques de nous, hein, des populations sensibles et de celles qui le sont moins, c'est un bon début. Maintenant, quand on ne peut pas éloigner les moustiques et qu'on a accès à ces plantes, pourquoi pas les consommer, sachant que quand on se Tout à fait. retrouve dans une situation de palu grave et de neuropalu, là, il ne faut pas hésiter à aller à se débrouiller pour consulter parce que ce n'est pas les plantes qui vont soigner le cerveau. Neuropalu. Tout à fait. Tout le monde se souvient quand il était gamin, le matin, la maman vous faisait boire cette décoction. Nous l'avons tous pris et je pense que ça nous a protégés. Mais on a perdu l'habitude et puis on ne trouve plus tout à fait les plantes en ville. Donc, nous sommes obligés donc de recourir à nos comprimés. Et certains des comprimés sont faits justement avec ces plantes-là. Le tout, c'est de rationaliser tout cela et de les utiliser à bon escient. C'est ça. Alors, on parlait de prévention tout à l'heure. Je disais, voilà, surtout, c'est vous, docteur, vous expliquez qu'il n'y a pas de paludisme sans moustiques. Nous avons eu la question, nous avons répondu à la question, mais on va quand même y répondre une nouvelle fois. Mathilde qui demande ce qu'on doit faire pour ne pas attraper le paludisme. Est-ce qu'il suffit de dormir sous une moustiquaire pour prévenir le palud? Non, malheureusement pas. On ne passe pas sa vie sous le moustiquaire. Et il y a un moment quand même où l'on sort de son moustiquaire. Les moustiques piquent le soir, lorsque s'installe la pénombre et classiquement, on dit dans la première moitié de la nuit. Mais il y a des moments où vous êtes obligé d'être dehors. Il y a des moments dans les villages, on est dehors. Tout le monde n'a pas une chambre climatisée où il peut rester à l'abri du moustique. On est quand même piqué par les moustiques. Si vous vivez dans un pays en Afrique où le palu existe en permanence, le fait d'être piqué est quelque part une bonne chose. Ça entretient votre immunité. Ça fait pour les adultes, hein, ça fait que vous ne tomberez pas malade à chaque nouvelle piqûre. Vous avez des anticorps qui se forment de cette façon. Quand vous sortez de votre milieu pendant longtemps et que vous revenez, le temps d'acquérir de nouveau cette défense, prenez les précautions qui peuvent être les mesures barrières également, le moustiquaire, les répulsifs, les produits à mettre sur la peau. Chez des enfants, vous les habillez avec un habit qui les protège. Vous mettez les crèmes adaptées pour eux et s'il le faut, vous leur donnez les médicaments qui les protègent un certain temps avant d'arrêter en pensant ou en espérant qu'ils se sont fait piquer quelque part et qu'ils ont acquis une certaine défense qui va les protéger, non pas à ne pas faire du tout de palud, mais à faire des palus pas trop graves. Alors, Voilà. ce que je comprends, docteur, c'est que déjà, dans notre environnement, donc pour les enfants et même pour les adultes, les moustiques ne piquent pas seulement quand on décide de se coucher. Hein. Les moustiques, ils piquent à la tombée de la nuit. Donc, attention aux vêtements que vous portez. Donc, privilégiez les manches longues, les pantalons, si possible, les chaussettes. Il fait chaud, mais
j'ai envie de vous dire, il vaut mieux avoir chaud que d'avoir le palu. Privilégier alors moi j'en ai toujours avec moi des répulsifs à mettre sur la peau si possible. Et quand vous habitez un environnement, vous savez qu'il y a des eaux stagnantes, parce que je crois que c'est ça, docteur, hein. Vous allez me dire si je dis des bêtises, mais dès qu'il y a des eaux stagnantes, c'est là que en saison des pluies, parce que vous disiez justement c'est la saison des pluies. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de moustiques en saison de pluie, justement, docteur? Mais c'est très simple. Le moustique, l'anophèle, a besoin de pondre dans des flaques d'eau. Même les fleurs que vous avez dans votre jardin leur suffisent. Les roux qui traînent, la petite crevasse. Le moustique, quand il pond ses œufs, l'anophèle, il fait une larve. Et cette larve passe la première étape de son développement dans de l'eau. Vous avez vu les larves de moustiques et c'est grâce à ces plaques d'eau que le moustique se reproduit. Une fois atteint la forme adulte, il s'envole, s'accouple, va pondre sa couple, oui, va piquer un sujet, prendre le sang qui lui permet de développer ses œufs, il va pondre dans cette flaque et il meurt. Et voilà, les larves vont se reproduire, devenir des moustiques, s'envoler, vont piquer encore d'autres sujets, prennent ce sang qui leur permet de faire des œufs, ils vont, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que le cycle continue. Les pays en Europe où on a enlevé les marais, c'est le cas de l'Italie, dans le sud de la France, ils n'ont plus de paludisme, tout simplement parce que il n'y a plus de sites larvaires. C'est de cette façon qu'on les appelle. Les sites larvaires ont disparu. Il est extrêmement difficile chez nous en Afrique de détruire complètement ces gîtes larvaires. Et c'est pour ça que le palu, le moustique se perpétue et continue à nous donner cette maladie. Mais On dit si que ce nous sont les pouvons nous femmes qui piquent. débarrasser entièrement, ça ira. Oui? On dit que ce sont les femelles qui piquent, c'est vrai? Oui. Oui, ce sont uniquement les femelles qui piquent. Ils en ont besoin pour faire éclore leurs œufs, mais ils ne prennent pas le sang. Ils ne vivent pas du sang. Ils sucent des plantes et des fleurs, mais ils ont besoin de ce sang pour faire éclore leurs œufs. Voilà pourquoi. Les mâles ne piquent pas. Bon, et voilà Mais encore il une histoire de existe d'autres femelles, hein. moustiques. Oui, oui. Alors, j'ai une autre question. Alors, une question très intéressante comme Wayne Liv qui nous écrit du Togo. Est-ce que le paludisme peut provoquer une fausse couche chez une femme enceinte? Oh, que si. Malheureusement, j'avais ciblé les 3 sujets fragiles, les enfants, les sujets neufs et les femmes enceintes. La grossesse fragilise un tout petit peu la femme. Et lorsque la femme enceinte, particulièrement au début, attrape le palu, cette baisse de ses défenses fait que cette femme va faire un palu plus grave. Et un palu plus grave, la fièvre, le déversement dans son organisme des toxines dues à la rupture des globules rouges peuvent provoquer des contractions et des fausses couches. Et c'est fréquent, les fausses couches dues au palu chez les femmes enceintes. Mais en plus de cela, le palu peut, à travers le processus de l'anémie, provoquer la naissance d'enfants de petits poids. Les enfants ne se développent pas suffisamment au sein de l'utérus et vous mettez au monde des enfants plus petits et plus fragiles. Et il existe
des palus qui traversent la barrière placentaire et infectent le fœtus déjà dans le ventre de leur maman, et des enfants qui naissent déjà atteints de palud. Donc, les femmes enceintes sont des sujets à risque et il existe dans tous les pays un programme spécifique pour la protection des femmes enceintes contre le paludisme. Toutes les femmes qui vont dans les centres de santé pour le suivi de leur grossesse reçoivent des conseils pour se prémunir du paludisme. Ah oui, donc là, effectivement, ce que vous dites, docteur, c'est très, très important. Il y a plusieurs points dans ce que vous dites. Alors déjà, à un moment, le corps choisit de sauver la maman et donc le bébé peut partir. Donc, on peut provoquer une fausse couche. La maman peut transmettre à travers le placenta le paludisme et donc l'enfant peut naître déjà avec le palud. Oui, effectivement. Et donc, c'est quoi ce programme dont vous parliez qui accompagne les femmes enceintes pour le paludisme? En quoi consiste ce programme? Alors, ce programme consiste à leur conseiller, évidemment, toujours les mesures de protection, mais en plus, la prise de médicaments de façon intermittente, 2 ou 3 fois durant la grossesse pour éviter, s'ils ont des plasmodies dans l'organisme, de les éliminer. D'accord. Les produits sont recommandés et donnés dans les centres de santé ou par votre gynécologue ou votre obstétricien. Vous recevrez les recommandations, mais il faut absolument le faire. Une femme enceinte, souvent, fait des palus. Il faut aller voir son obstétricien pour éviter de prendre des médicaments qui sont incompatibles avec votre grossesse. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on en parle comme ça sur les maternelles. Je recommande que ces femmes aillent voir leur médecin pour recevoir les conseils appropriés. Merci, docteur. Alors, j'ai une autre question qui est très intéressante, une question d'Odile qui nous écrit du Bénin et qui demande si le paludisme grave peut causer un retard psychomoteur chez un enfant. Oui, c'est vrai. Le paludisme grave ou le neuropalud, c'est une atteinte du cerveau. Et toutes les atteintes du cerveau peuvent être dommageables pour l'avenir d'un enfant. Mais je dois quand même dire que généralement, les enfants qui font un neuropalud, s'ils s'en sortent, dans la grande majorité des cas, ne présentent plus de séquelles. Leur grande majorité, à moins qu'il n'y ait eu autre chose, une autre complication qui soit survenue, on ne peut pas l'éliminer définitivement. Tout cerveau qui manque d'oxygène peut être endommagé. Mais dans le cas du neuropalud, la plupart des cas que les médecins voient s'en sortent très bien, sans séquelles par la suite. Mais c'est formidable ça. Alors ça, Oui. j'aime bien. C'est une note positive. On termine sur une note positive. Alors, chers parents, si votre enfant effectivement a eu cette malchance de passer par cette phase difficile et vous aussi de neuropalud, les risques de séquelles sont très, très faibles. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Très faibles. Généralement, ces enfants s'en sortent très bien. Ça n'a rien à voir avec une méningite ou autre chose.
Ah, Voilà. c'est super, c'est super. Alors donc, je pense on a vu toutes les questions. Je voulais donc qu'on refasse le point, docteur, pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début du live. Donc le dimanche 25 avril, ce sera la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et donc par ces temps de Covid où toute l'attention est portée sur le Covid, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une zone qui est très, comment dire, sujette à cette maladie qu'est le paludisme et que l'on attrape uniquement par les moustiques et par une certaine catégorie de moustiques. Ça, c'est important, vous l'avez dit. Attention, il y a des populations qui sont plus fragiles que d'autres, dont le système immunitaire est moins préparé à cette maladie. Donc, vous avez cité donc, les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui n'habitent pas dans nos régions. Il faut miser sur la prévention. Donc, soit ce sont de la prévention, on protège la peau avec des répulsifs comme j'en ai un là, porter des vêtements à manches longues, des pantalons dès la tombée de la nuit. Bien sûr, dormir sur une moustiquaire imprégnée, hein, docteur. Alors justement, à propos de moustiquaires imprégnés, est-ce que les femmes enceintes et les enfants, est-ce que le fait que les moustiquaires soient imprégnés, est-ce que c'est dangereux pour leur santé ou il vaut mieux être, comment dire, vaut mieux être exposé aux produits chimiques de la moustiquaire plutôt que d'être piqué par les moustiques? Non, je pense que le produit dont on imprègne les moustiquaires ont été étudiés à dessein. Il n'y a pas de contre-indication, à moins qu'il y ait une sensibilité particulière de la Oui, personne. Il y a des gens qui ne oui, supportent pas de rester dans le moustique parce qu'ils sont claustrophobes. oui. Sortis de cela, ou certains asthmatiques trouvent que l'odeur, parfois au début, les Hmm. dérange. Mais en fait, il n'y a pas de danger pour une grossesse de se coucher dans un moustiquaire imprégné. Pas à ma connaissance, Magnifique. en tout cas. Magnifique. Donc, moustiquaire imprégné. Euh, Attention, alors pour les premiers symptômes, les premiers symptômes, être très, très vigilant, notamment pour les enfants qui ne peuvent pas s'exprimer. Dès que vous identifiez une fièvre, un comportement non habituel, un enfant qui ne s'alimente pas, un enfant qui ne joue pas, un enfant qui est amorphe, tout de suite, il faut aller voir le médecin. Attention donc au neuropalu qui est très dangereux, qui est une forme grave du palu parce qu'elle atteint le cerveau, donc ça peut aller très très vite. Est-ce que j'ai oublié autre chose, docteur, dans les… Non, vous avez merveilleusement bien résumé l'essentiel de ce que nous avons dit. Et je crois que magnifique. c'est très clair. L'essentiel y est. L'essentiel y est. Le palu est une maladie très grave, assez bien connue chez nous. Mais ce qui fait sa gravité, c'est que souvent, nous voyons des enfants ou même des adultes qui viennent nous voir un peu tard. C'est Ce ça. n'est que la convulsion ou l'entrée dans le coma qui pousse certaines personnes. C'est dans ce cas où nous les perdons. Mais actuellement, on ne devrait plus perdre quelqu'un atteint d'un paludisme simple. Non. Même dans les neuropalus, on devrait pouvoir encore en rattraper un grand nombre, mais l'idéal, c'est de ne pas attendre pour arriver à la phase des complications avant de consulter. Vous voulez dire quelque chose d'important, docteur Bruce, et je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer
la gravité et la vitesse à laquelle le paludisme peut agir chez ces populations fragiles, notamment donc Absolument. les enfants. Donc, Absolument. nous, parents, on a cette responsabilité, dès qu'il y a un doute, de ne pas sous-estimer et de ne pas arriver trop tard chez l'agent de santé. C'est tout de suite, le plus tôt on y va, le plus de chances on a que l'enfant ou que la femme enceinte soit bien pris en charge. Le deuxième point aussi qui est important qu'on a soulevé, attention pour les femmes enceintes, la grossesse, quand vous êtes suivi par votre gynécologue, il faut être suivi parce que dans nos régions, le gynécologue ou l'agent de santé va vous prescrire donc un traitement préventif pour le palud, car nous l'avons dit, le paludisme, si vous êtes enceinte, peut avoir des répercussions et sur le terme de votre grossesse et sur votre bébé. Alors donc, attention à ces deux points-là. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine du paludisme. Docteur Bruce, merci beaucoup encore une fois d'être là et puis de partager avec nous votre expérience. Ça fait longtemps que vous êtes sur le continent. Ce que j'apprécie chez vous, et ça c'est important qu'on le dise, vous savez, tout à l'heure, on a soulevé la question de la médecine traditionnelle et des plantes pour traiter le palu. Et ce que j'aime avec vous, docteur, c'est que même si vous pratiquez la médecine occidentale, vous ne mettez pas de côté cette médecine traditionnelle qui était là avant que les Occidentaux arrivent et qui sera encore là. Les deux médecines peuvent collaborer. Il y a effectivement des limites dans la médecine traditionnelle. On en parlait tout à l'heure. Quand on a un neuropalu, bon, les plantes ont leurs limites, mais il n'empêche que cette médecine existe quand même. Et j'apprécie vraiment le fait que vous, comment dire, votre ouverture d'esprit par rapport à cette médecine-là. Merci beaucoup. Et merci encore pour votre expertise, docteur. Merci à vous, tout à fait. Et Je la rappelle médecine traditionnelle ne traite pas que le palu, elle traite énormément d'autres maladies également et elle est très utile. Tout Voilà. à fait, tout à fait. Donc, je rappelle que vous êtes pédiatre, que vous êtes médecin généraliste et que vous dirigez une clinique, et la clinique Belle-Hélène. Sainte-Hélène ou Belle-Hélène? Je confonds toujours. C'est Sainte-Hélène, hein? C'est Sainte-Hélène, hein? Sainte, La clinique Sainte-Hélène oui, qui est à Lomé. Sainte-Hélène. Voilà. Merci beaucoup, docteur Brouche. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous et vous aussi qui nous regardez, prenez soin de vous. Allez vous mettre sous une moustiquaire, mettez mettez de l'anti-moustique, protégez-vous. Il ne faut pas plaisanter avec cette maladie. Bonne soirée et puis à bientôt. Merci. Allez, au revoir. Au Au revoir. revoir.